Bonjour, Étienne Klein, très heureux de vous accueillir à nouveau et de vous retrouver pour ces rencontres d'Aix en Seine. Nos auditeurs qui sont familiers d'Aix et qui par ailleurs seraient familiers de Radio France vous connaissent bien, savent que vous êtes directeur de recherche au CEA, par ailleurs président du jury La Parole 18-28 avec nos 4 lauréats qui occuperont la fin de cette masterclass. Mais dans un premier temps, vous êtes invité à réfléchir avec nous sur l'urgence du long terme, étant entendu qu'on a eu ces derniers temps, si je puis dire, une relation un peu distendue au temps, avec une période hors du temps, une période de temps suspendu, et puis cette accélération. Alors comme vous êtes physicien et philosophe, et en ayant regardé ce que vous avez non seulement écrit, mais également les conversations scientifiques sur France Culture que vous avez animées sur ce sujet, je suis tombé, et nous étions le 30 novembre 2018 sur une dernière conversation scientifique qui s'intitulait « Le temps est-il une illusion ?» Donc le temps long est-il une illusion? Le long terme est-il une illusion? Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, la différence entre un temps long et un temps court, c'est que le premier est long et le deuxième est court. Pardon pour ce truisme. Et sachant Mais que nous sommes soumis aujourd'hui au temps court. En fait, le temps qui fait le long temps et le temps qui fait le temps court, c'est le même temps. Donc quand on parle de temps long, en fait, on utilise le mot temps pour désigner une durée et non pas un temps. Ce qui montre que quand on parle du temps, il faut faire attention à la façon dont on utilise ce mot, puisque c'est un mot qui est victime d'une polysémie fulgurante. On l'utilise pour dire la durée, la succession, la simultanéité, le changement, la vitesse, l'accélération, le devenir, etc. Et ça rend les discussions un petit peu compliquées. Donc en effet, moi j'ai proposé de parler de l'urgence du temps long, ce qui est une sorte de contradiction dans les termes. Et je voudrais commencer par rappeler que le mot catastrophe, et certains ont employé ce mot catastrophe pour désigner ce qui nous arrive, est un mot grec qui a été introduit dans la langue française par Rabelais en 1564, pour être précis. Et le sens qu'il fallait à l'époque donner à ce mot, c'était celui d'un bouleversement se produisant par renversement ou par retournement d'une situation. C'est simplement comme au théâtre, un coup de théâtre, on pourrait dire. Et puis un peu plus tard, notamment à la Renaissance, le terme va désigner tout à fait autre chose, la destruction, la calamité, le désastre, le cataclysme, bref, le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Il me semble que la crise que nous traversons, c'est une catastrophe au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de détournement du cours des choses. Et ce petit coronavirus, qui est un être tout à fait microscopique, le diamètre de ce virus est quelques dizaines de nanomètres, quelques dizaines de milliardièmes de mètre. C'est un tout petit objet qui a trouvé le moyen de briser le cours ordinaire des choses à l'échelle planétaire. D'un coup d'un seul, le monde s'est violemment mis à l'écart de ce qu'il avait pris l'habitude d'être. Il y a évidemment eu un moment de sidération, un moment d'hébétude collective, mais peu à peu, on a vu que cela nous donnait à penser d'une façon à la fois inhabituelle et paradoxale, l'urgence calme et longue dans laquelle nous avons été brutalement projetés nous a invités à réfléchir en prenant, une fois n'est pas coutume, le temps de regarder loin devant nous. Et comme ça a été rappelé, j'ai eu le bonheur de présider le jury des jeunes 18-28 ans qui ont produit des textes sur cette question. Et ils ont fait ce travail de préfiguration du futur avec d'autant plus de détermination que j'ai cru comprendre que c'est effectivement dans le futur qu'ils comptent passer le restant de leur jour. Alors, vous le savez peut-être, ça a été beaucoup dit pendant cette crise, le mot chinois pour dire crise, c'est weiji, qui lui-même se retraduit en français par danger, opportunité. Et peut-être est-ce en définitive la meilleure façon de nommer ce qui nous arrive. Peut-être est-ce en effet, nous avons en effet l'obligation de gérer des risques inédits de différentes natures, ce qui nous amène à nous réorganiser sur de multiples plans. Mais ce faisant, nous faisons peut-être advenir des opportunités favorables, de nouvelles potentialités pour l'action, aussi bien que pour la réflexion, qui pourraient laisser des traces. Et tout le défi, me semble-t-il, consiste à apercevoir ces opportunités. Alors, l'épidémie en elle-même, c'est ce que Albert Camus appelait une étrange tyrannie. Lui parlait de la peste. Étrange pourquoi? Parce que nous avons été pendant quelques semaines doublement assignés à résidence.
Nous avons été assignés à résidence dans le temps, prisonniers de l'instant présent, mais ça c'est comme d'habitude. Sauf que pendant le confinement, on a eu plus que d'habitude conscience de ce confinement dans le temps. Et nous avons été confinés pour un certain temps dans l'espace, ce qui est une chose beaucoup plus inhabituelle. Nous ne pouvions plus nous évader. L'hypervolume que nous occupions dans l'espace-temps s'en est trouvé drastiquement ratatiné. Nous pouvions néanmoins donner des parfums de grandeur à ce recroquevillement topologique en prenant au sérieux ce que Einstein nous a expliqué en 1905, à savoir que même quand vous êtes immobile dans l'espace, vous allez dans l'espace-temps, qui est le bon cadre pour dire la relativité, à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'à chaque seconde de votre vie, dans l'espace-temps, vous parcourez 300 000 kilomètres, ce qui donne quelques criseries existentielles au fait de faire la queue devant un magasin. Une autre chose que j'ai trouvé intéressante pendant le confinement, et même assez forte d'un point de vue existentiel, c'est que notre perception du monde et de son rythme d'évolution ont été bouleversées. En temps ordinaire, nous nous sentons constamment décalés par rapport à on ne sait quelle dynamique vraie qu'aurait en propre la réalité. Nous avons toujours l'impression de manquer quelque chose de la course que le monde fait avec lui-même. Nous avons l'impression de stagner dans un retard qui est à la fois culpabilisateur et impossible à combler. Mais pendant cette pause, à grande échelle, que nous avons vécue, nous redevenions en quelque sorte synchrone avec le monde. Le monde n'était plus en avance sur nous, puisque tout le monde allait au même rythme, du fait que l'histoire s'était apparemment mise en hibernation. Et donc, il y a eu là l'occasion de réfléchir. L'histoire s'est, comme je viens de le dire, presque arrêtée, et d'aucuns ont dit que le monde de demain serait radicalement différent du monde d'hier. Comme si l'épidémie avait la capacité de couper l'histoire en deux, comme dirait Nietzsche. Et c'est possible, mais avant de l'affirmer comme une évidence, il convient de garder en tête deux choses. La première, c'est ce que nous ont appris les historiens. Presque toutes les pandémies des siècles passés ont enclenché, peu de temps après leur achèvement, des mécanismes d'amnésie collective. Il s'agissait de laisser loin derrière soi les catastrophes et les traumatismes qui les avaient accompagnés. Du coup, les leçons qui auraient pu en être tirées n'ont guère été retenues, la priorité étant chaque fois de réactiver la vie d'avant d'une façon encore plus frénétique, de façon à rattraper aussi rapidement que possible le temps perdu. La seconde chose que beaucoup d'observateurs ont déjà commenté tient en ce que la pandémie tente à radicaliser les postures d'avant. Chaque courant de pensée la commente en expliquant que cet avènement d'une sorte de pire lui donne clairement raison, puis l'utilise comme prétexte pour prétendre que le monde doit changer, mais sans faire apparaître d'idées véritablement neuves. Ainsi, ce sont toujours les idées du monde d'hier qui sont opportunément recyclées, avec encore plus de force, car elles sont présentées comme étant encore plus qu'il y a quelques mois, la solution. Du coup, les écologistes se disent encore plus écologistes, les nationalistes encore plus nationalistes, les socialistes encore plus socialistes, les souverainistes encore plus souverainistes, les collapsologues encore plus catastrophistes, les complotistes encore plus complotistes, et les économistes, les économistes, ils sont économistes. Hein. Je confirme malheureusement. Tous affirment en somme que cette crise, qu'aucun pourtant n'avait prévue telle qu'elle est, vient conforter leurs convictions antérieures et même démontrer empiriquement leur justesse. Du coup, et jusqu'à preuve du contraire, on ne voit guère surgir d'inventions doctrinales, encore moins de conversions idéologiques, comme si les idées politiques étaient par essence inaptes au déconfinement. Mais peut-être que les rencontres d'Aix vont faire advenir de nouveaux paradigmes, au moins en économie. Mais je ne dis pas ça pour plomber l'ambiance. Il se peut que, il faut pas être bégueule, il se peut que le petit coronavirus, parce qu'il est parvenu à lui tout seul à faire bifurquer le destin planétaire, nous donne pour de bon l'occasion d'échapper à ces apparentes fatalités. Lui a sans doute les moyens de changer le monde de façon vraiment irréversible, d'autant que nul d'entre nous ne se sentait vraiment à l'aise avec le monde d'avant. Ce constat n'implique toutefois pas que nous serons à l'aise
avec le monde d'après, mais il invite au moins à tenter d'aller y voir de plus près pour discerner ce qui s'y dessine. Le monde qui nous attend, ou le monde que nous attendons, je ne sais pas ce qu'il faut dire, eh bien, il s'agit de le penser, peut-être même de le scénariser. La question est, comment procéder? Il me semble qu'il nous est devenu impossible de nous mentir, de nous raconter des histoires, de nous cacher derrière notre petit doigt. Nous allons devoir prendre vraiment au sérieux ce que nous savions depuis longtemps, mais faisions semblant de ne pas croire. Par exemple, s'agissant des questions liées à l'environnement, nous allons devoir entendre, écouter vraiment les chercheurs qui nous expliquent que tous les indicateurs sont alarmants et que toutes les projections sont inquiétantes, que celles-ci concernent le changement climatique, la diminution des espaces de vie, les ressources en énergie, l'effondrement de la biodiversité, la pollution des sols, de l'eau, de l'air, la déforestation rapide, enfin toutes ces choses que vous connaissez très bien. Qu'est-ce à dire? Qu'au lieu de nous réfugier sans cesse derrière une forme de scepticisme systématique, le plus souvent paresseux, le plus souvent démagogique, dont la seule vertu est de cautionner notre procrastination, nous allons devoir prendre acte du fait qu'en matière de science, tous les discours ne se valent pas, que certains sont moins vrais que d'autres. Et si je dis cela, c'est parce que pendant la crise, nous avons observé en plusieurs occasions qu'on demandait de façon plus ou moins explicite à la science de se ranger sous la coupe de l'opinion. Et ça me paraît quelque chose d'inquiétant que je qualifie de montée du populisme scientifique qui essaie de faire croire qu'une forme de bon sens suffirait à contester des résultats que la science produit et qui nous déplaisent. Pour penser le long terme, il va donc falloir tenir compte de ce que nous savons. Et pour voir à quel point cette crise nous a peut-être changé, je vous propose de faire un petit exercice de mémoire. Qu'est-ce qui nous occupait il y a seulement quelques mois? J'ai le souvenir que nous faisions allègrement joujou avec le spectre de l'effondrement, voire avec celui de la fin du monde. Les réflexions sur la catastrophe à venir étaient presque devenues un genre littéraire autonome, et chaque jour, on nous remettait une couche supplémentaire de noir sur l'obscurité générale. Et puis, j'ai le souvenir que lorsque nous ne parlions pas de l'effondrement, eh bien, nous disloquions dans une sorte d'immobilité trépidante. Nous nous laissions piéger dans un flux incessant qui nous submergeait. Nous nous laissions ensevelir sous des informations auxquelles les médias accordaient une consistance parfois artificielle. Et comme nous étions orphelins des philosophies de l'histoire, eh bien, nous ne parlions guère que du présent, comme si le futur s'était absenté de nos représentations, comme si l'urgence avait partout répudié l'avenir comme promesse. La suite de l'histoire, qui nous concerne, était ainsi laissée en jachère intellectuelle, en lévitation politique, comme oubliée au fond d'un trou symbolique. Or, que se passe-t-il depuis que la pandémie a fait irruption? Bien sûr, nous sommes tous concentrés sur le court terme, cherchant la meilleure manière, la plus efficace, de gérer les crises sanitaires et économiques en cours et de réparer en somme les dégâts. Mais dans le même temps, chacun d'entre nous se sent ou s'est senti invité par la force des choses à réinvestir l'idée de futur, à se projeter par la pensée au-delà du présent. En seulement quelques semaines, par un effet surprenant de la catastrophe en cours, la flèche du temps s'est donc réactivée, alors même que de multiples effondrements sont en cours et que d'autres menacent de se produire, alors que l'avenir même est devenu encore plus imprévisible qu'auparavant. L'idée qu'il y aura demain un monde a remplacé l'idée de fin du monde. C'est ainsi qu'à la surprise générale, le temps long, comme on l'appelle, semble avoir fait rien moins que son comeback au sein du présent. Quant au passé récent, il semble avoir sombré dans une sorte de néant informe. Vous vous souvenez peut-être par exemple de la petite affaire Griveaux qui avait tant excité les médias. Aujourd'hui, elle nous semble avoir précédé la première glaciation. Alors pour finir, je voudrais vous livrer, et là c'est plutôt le physicien qui parle, un peu de théorie. Voilà. Vous connaissez la théorie de la relativité, Einstein, et dans les années 50,
des physiciens ou des logiciens comme Kurt Gödel ont proposé une façon de l'interpréter qu'on appelle la doctrine de l'univers bloc. Cette doctrine invite à considérer l'espace-temps comme une structure intégralement déployée au sein de laquelle tous les événements, qu'ils soient passés, présents ou futurs, coexisteraient. Un peu comme dans l'espace. Dans l'espace, plusieurs villes coexistent. Nous sommes à Paris, mais alors que nous sommes à Paris, Aix-en-Provence existe, Brest existe, Marseille aussi. Et ce qui distingue ces villes qui existent de la même façon dans l'espace, c'est notre présence à Paris pour nous. Et l'idée, c'est que ce raisonnement que je viens de tenir pour l'espace vaut aussi pour l'espace-temps. Tous les événements du passé sont là, tous les événements futurs sont déjà là, et ce qu'on appelle le présent, c'est l'endroit dans l'espace-temps où se trouve notre présence. Donc c'est notre présence qui définit ce qu'on appelle le présent. Et donc, dans cette perspective-là, l'espace-temps contiendrait en somme l'intégralité de l'histoire de la réalité, chaque événement passé, présent ou futur, y occupant depuis toujours et pour toujours une place bien déterminée. L'avenir, le long terme, existerait donc déjà, tout comme le passé existerait encore, mais ailleurs que là où nous sommes. Enfin, en fait, il faudrait imaginer que le futur est déjà là à attendre qu'on arrive. Cette thèse, qu'on appelle donc l'univers bloc, elle est discutable et elle est d'ailleurs controversée. On peut notamment lui opposer ce qu'on appelle le présentisme, qui considère au contraire que seuls les événements présents sont réels, ceux-ci apparaissent et disparaissent en étant remplacés par d'autres, de sorte que la réalité est toujours inédite et indécise. Il n'y aurait en somme pas d'autre réalité que l'ensemble de ce qui présentement a lieu, en son amont comme en son aval, le présent serait ceinturé par du néant pur. Et comme nous, surtout vous, vous devez vivre ici et maintenant, c'est-à-dire sans attendre que cette question de la réalité du futur soit tranchée par les physiciens, vous devez faire un choix. Sur quoi parier? Est-ce que vous allez parier sur l'univers bloc ou est-ce que vous allez parier sur le présentisme? Il se peut, en tout cas c'est l'impression que j'ai, que l'idée de futur que je viens d'évoquer ne soit qu'un feu de paille contextuel, une sorte de distraction collective à laquelle nous aurions cédé pour nous occuper l'esprit pendant le confinement. Si c'est le cas, alors le présentisme trouvera dans le futur une confirmation encore plus ferme, avec comme leitmotiv le petit virus reviendra, lui ou l'un de ses avatars, alors jouissons autant que faire se peut dans les marges qu'il faudra bien nous accorder. Mais il se peut aussi que nous choisissions d'accorder à l'avenir un statut digne de ce nom, que nous lui donnions de fières allures de défi, que nous l'investissions avec des désirs, des scénarios, des projets, des représentations. Et j'ai plutôt l'impression que, peut-être fausse, mais j'ai plutôt l'impression que c'est précisément cette tâche trop longtemps délaissée que nous sommes en train de reprendre. Sans en être toujours conscients, peut-être de façon maladroite et mal assurée, nous tentons de construire une sorte de synthèse philosophique entre le présentisme et l'univers bloc. Nous les mélangeons d'une façon qui donne corps à l'idée que l'avenir constitue une authentique réalité, mais qu'il n'est pas complètement configuré, pas intégralement déterminé, de sorte qu'il y a encore place pour du jeu, des opportunités pour la volonté et pour l'invention. En somme, sans plus attendre quelque Godot que ce soit, et alors même que tout est devenu encore plus incertain qu'auparavant, nous nous remettons à penser le monde d'après, en tenant compte d'une part de ce que nous voulons, d'autre part de ce que nous savons déjà, et enfin de ce que nous sommes en train d'apprendre et de comprendre dans la très, très étrange situation que nous vivons. C'est ainsi que, mine de rien, le temps se trouve provisoirement redynamisé en force historique. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, d'autant que j'ai terminé avec 1 minute d'avance. Merci beaucoup Étienne. Je propose qu'on fasse un très bon usage de cette minute. Ça n'était pas prévu, mais vous avez interpellé nos lauréats durant cette masterclass. S'ils ont des questions ensuite, ils pourront les poser. Ça n'était pas prévu, c'est maintenant prévu. Alors, on a beaucoup de questions. Il y a pas mal d'entre elles, finalement, dans lesquelles des éléments de réponse ont été apportés dans le cadre de votre masterclass. Moi, j'en aurais une assez prosaïque, parce que beaucoup des questions qui nous sont posées procèdent grosso modo du quoi faire, du comment faire et de la traduction
prosaïque à court terme de ce qu'on a pu apprendre et de ce que vous venez d'évoquer. Il se trouve qu'avant que nous entrions en studio, le gouvernement a démissionné. On peut imaginer qu'au moment où nous allons ressortir, ou un peu après, un nouveau gouvernement sera en place prochainement et qu'un Premier ministre aura à faire une déclaration de politique générale. Si vous aviez à inspirer au moins le préambule de cette déclaration, qu'est-ce que vous pourriez dire à notre nouveau ou notre nouvelle Première ministre? Voilà une question à laquelle je suis bien incapable de répondre, en tout cas spontanément. Moi, il me semble que dans le plaidoyer que j'ai tenté de faire, à savoir qu'il faut prendre la science au sérieux, on pourrait m'objecter que je tiens un propos qui est scientiste. Je défends la science, etc. En fait, il faut voir que la science est en partie responsable de ce qui nous arrive. Au sens où depuis qu'elle est moderne, avec Galilée, etc., l'homme a pu se considérer comme un être d'anti-nature. Non pas au sens où l'homme serait contre la nature, mais au sens où il serait transcendant par rapport à elle. L'homme peut devenir comme maître et possesseur de la nature, dit Descartes. C'est-à-dire que la nature est laissée d'une entité à part, et l'homme, par rapport à elle, peut se considérer comme étant au-dessus. Et se considérant comme étant au-dessus, il peut céder à une forme d'hubris qui a conduit à la dévastation que nous connaissons. Et donc il faut à la fois sauver la science en tant que connaissance du monde. Il ne faut pas la sacrifier au nom d'un mauvais usage du monde que nous ferions. Et donc c'est cette, je ne sais pas si je pourrais le dire au gouvernement en ces termes, mais voilà, l'homme est la seule espèce capable de comprendre les lois de la nature, mais ça ne fait pas de lui un être d'anti-nature. Il est un être naturel, il doit donc penser aux conséquences de ce qu'il fait, puisque la nature, elle est poreuse, elle est réactive, elle est fragile, elle n'est pas infinie, contrairement à ce qu'on avait pu croire. Et donc il y a cet équilibre à trouver, et il faut le faire sans sombrer dans le relativisme, qui consisterait à dire que toutes nos connaissances sont des constructions sociales dont on n'a pas à tenir compte. Il y a nos comportements qui doivent être changés, mais ça n'est pas avec la physique d'Aristote qu'on va régler le problème de climat, et c'est pas non plus avec la médecine d'Avicenne qu'on va régler les problèmes de santé publique. Donc il faut réajuster nos comportements en tenant compte le plus intelligemment possible de ce que nous savons grâce aux connaissances scientifiques. Est-ce que faire redescendre dans l'agora les connaissances scientifiques, est-ce que ça suppose des aménagements institutionnels? J'étais associé au cours de ces derniers mois à la Convention citoyenne pour le climat, qui était une expérience assez bouleversante et qui s'est terminée lundi matin par une magnifique réception dans les jardins de l'Élysée et qui propose à peu près une 150aine de mesures, certaines qui pourraient modifier en profondeur l'organisation de notre société dans les temps à venir, mais qui, par ailleurs, vient trouver une place qui n'était pas prévue dans le dispositif institutionnel. Les conclusions de cette convention, c'est d'organiser grosso modo, à partir des mois à venir, des sortes de commissions mixtes entre des députés et des citoyens. Est-ce que l'avenir, c'est ça? Est-ce que ça suppose, finalement, dès lors qu'on passe de citoyens tirés au sort à des citoyens très éclairés, notamment éclairés par la science, est-ce que ça doit conduire à des aménagements institutionnels aussi En tout cas, moi, je vois ça comme un progrès, puisque les gens ont pris le temps de réfléchir, d'écouter des experts, donc ils ont augmenté leur niveau de connaissance, et c'est donc mieux à même de proposer des modifications. Simplement, ce à quoi je suis attaché, c'est à l'argumentation. Voilà. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'annoncer des mesures, des catalogues de mesures, en les argumentant précisément? Par exemple, comme vous le savez, il y a quelques jours, on a fermé le dernier réacteur de la centrale de Fessenheim. Bon, très bien. Mais moi, j'aurais aimé, quand on a annoncé cette fermeture, il y a bien longtemps, que ce soit argumenté, qu'on nous explique pourquoi, c'est quoi une centrale nucléaire, pourquoi on y met de l'uranium, c'est quoi la fission, qu'est-ce que c'est qu'un gaz à effet de serre, pourquoi ça change le climat, etc. Or, ce que je n'aime pas, c'est lorsque le militantisme est décorrélé de la connaissance. Il y a eu des manifestations de jeunes, très bien, pour le climat, en septembre dernier. Il se trouve que l'une de ces manifestations est passée près de chez moi. Donc j'ai interrogé des jeunes qui étaient là en leur disant « Si vous acceptez de boire un café avec moi, je vous le paye. » Tout s'achète. Il y en a 10 qui sont venus. On a pu discuter pendant 1 heure à Port-Royal. Et ils étaient très militants, très très bien. Ils avaient des lycéens, des étudiants. Et à la fin, je leur ai demandé « Mais qu'est-ce que c'est que l'effet de serre ? C'est quoi le mécanisme qui fait que l'activité humaine perturbe le climat ?»
Et aucun ne savait. Et c'est pas très grave, ils sont jeunes, ils ont tout le temps d'apprendre. Mais vous voyez, un militantisme qui ne sait pas dire d'où vient et sur quoi il se fonde, se fragilise parce qu'il apparaît comme étant une sorte de croyance. 30 secondes de parenthèse, vous avez créé une collection qui est destinée à répondre à ce type de questions? Oui, alors ça, c'est une collection de livres, en effet, qui s'appelle Comment a-t-on su? Parce que nous avons tous, je veux pas donner l'impression que nous sommes tous ignares. En fait, nous avons tous énormément de connaissances scientifiques. Beaucoup plus que les générations précédentes. Nous savons que la Terre est ronde. Bah, oui, tout le monde ne le croit pas, mais en fait, tout le monde le sait. Nous savons que l'atome existe, nous savons que l'univers est en expansion, etc. Mais qui parmi nous est capable de dire comment on l'a su? Comment est-ce qu'on a su que la Terre est ronde? Quand, comment et quels arguments? Comment on a su que l'atome existe? Et d'ailleurs, l'atome qui existe n'est pas l'atome qui avait été préalablement pensé par les Grecs. Donc, comment ça s'est passé, cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on appelle atome un truc qui ne ressemble pas à ce qu'on avait pensé comme étant l'atome? Et le fait que nous ne sachions pas dire cela, c'est-à-dire le fait que nous ayons une mauvaise connaissance de nos connaissances, fait que nous les traitons intellectuellement comme des croyances. Et ça me semble être quelque chose qui contredit l'idée même non pas de démocratie, mais de république. Parce que la république, c'est beaucoup de choses à la fois, mais c'est surtout un milieu dans lequel les connaissances doivent pouvoir se propager librement, sans obstacle. Elles doivent pouvoir s'expliquer au nom de ce que Paul Valéry appelait une politesse de l'esprit. Chacun doit pouvoir dire à n'importe qui d'autre ce qu'il sait et comment il l'a su. Et s'il n'est pas capable de le faire, on voit bien que l'idée même de monde commun s'effondre. On a modifié la règle. William Anveau, avec qui on fera un peu mieux connaissance tout à l'heure, a une question pour vous. Alors j'ai une petite question sur la notion du populisme scientifique que vous avez abordé rapidement. Intuitivement, j'ai l'impression que cette montée du populisme scientifique correspond à cette suspension hors du temps pendant le confinement, avec la volonté d'avoir quelque chose qui se dessine à moyen long terme, un vaccin, et la volonté de l'avoir très rapidement dans le court terme. Donc ça répond à une attente. Est-ce que vous pensez que le temps ou le rapport au temps peut expliquer cette montée du populisme scientifique? Je ne crois pas, parce que le populisme scientifique dont je parle, il était là bien avant. Chacun a un avis sur beaucoup de sujets. Par exemple, qui sait dire ce que c'est que la radioactivité? Qui sait dire ce que c'est qu'un OGM? Qui sait dire ce que c'est qu'une cellule souche? Précisément, mais quasiment personne. Et pourtant, on a tous un avis sur ces questions. On est pour ou contre, mais on ne sait pas ce que c'est. Et donc, le populisme scientifique, il s'est en effet manifesté avec beaucoup d'intensité par la crise, parce qu'il y avait urgence. Et quand il y a urgence, on veut avoir des certitudes. Les experts disent, non, on ne sait pas encore, les recherches n'ont pas abouti, laissez-nous chercher, on accélère les protocoles, mais on ne peut pas s'en débarrasser, parce que si on ne respecte pas la méthodologie, on scie la branche sur laquelle on est assis. Donc attendez, mais quand un expert dit je ne sais pas, il est médiatiquement débordé par quelqu'un qui fait semblant de savoir et qui parle avec assurance. C'est ça que j'appelle le populisme scientifique. C'est un mélange, vous qui aimez les mots savants, d'ipsédixitisme et d'ultra-crépidarianisme. L'ipsédixitisme, c'est un mot latin. Ipsé, c'est lui. Lui l'a dit, le maître l'a dit. Donc c'est vrai. Donc vous allez répéter comme étant vrai les choses que dit celui ou celle en qui vous avez confiance. Et en version dégradée, c'est j'y crois parce que je l'ai lu ou je l'ai entendu. Et l'ultra-crépidarianisme, c'est un mot qui est fabriqué à partir d'une locution latine qui dit qu'en gros le cordonnier doit s'arrêter à la chaussure. Donc on ne doit pas parler avec assurance de ce qu'on ne connaît pas. On peut évidemment poser des questions, on peut s'instruire, mais en général, les gens qui connaissent peu un domaine ont plus d'assurance quand ils en parlent que ceux qui le connaissent. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est le fait que pour se rendre compte qu'on est incompétent, paradoxalement, il faut être compétent. Voilà, on doit trouver l'explication à la 25e page à peu près de ce dernier ouvrage. Pas de publicité, parasite. Raphaël Grandot. Oui. Juste une question très simple. Quelle place, selon vous, pour les experts dans la décision politique aujourd'hui? On a l'impression que dans les commissions parlementaires, par exemple, il y a des interviews d'experts qui permettent d'éclairer les décisions politiques. On l'a vu avec la Convention du climat, il y a un certain nombre de mesures qui sont faites pour que les citoyens puissent s'approprier les questions techniques. Comment est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui
pour essayer de diffuser la connaissance des experts au plus grand nombre, de façon à ce qu'on puisse élever peut-être les débats parfois à l'échelle locale notamment. Je pense que la fonction des experts, elle est double. D'abord, ils doivent répondre aux questions qu'on leur pose. Prendre le temps de le faire, ce qui peut être difficile, pénible, mais ils doivent ne pas rester dans une position de surplomb, mais entendre les questions et répondre de façon la plus claire possible. Ce qui est une tâche énorme. Là, je le dis en une phrase, ce qui donne l'impression que c'est facile, mais en fait, c'est un énorme travail. C'est un travail de vulgarisation, d'écoute, de participation à des conventions citoyennes. Donc, c'est un énorme travail. Et la deuxième chose, en temps de crise notamment, c'est de produire ou de garantir ce qu'on pourrait appeler un service de phare et balise. C'est-à-dire, vous l'avez dit vous-même, il faut éclairer le politique, pas décider à sa place, c'est lui qui décide. Il faut l'éclairer, lui dire ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, lui dire quels sont les dangers, les écueils, les risques. Et évidemment, la politique, c'est pas de la médecine appliquée, pour reprendre l'exemple de la crise sanitaire. Et donc, c'est pas un conseil scientifique de prendre le pouvoir, même si, dans l'urgence, il doit agir de façon très directe. Mais les gouvernants, ils ont d'autres considérations à prendre en compte que la seule santé publique. Il y a l'économie, il y a l'état mental des gens confinés, etc. Et donc, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu que le simple avis des experts. Étienne, je vous propose de changer de casquette, d'enlever celle de maître de classe et de prendre celle de jury de président du jury. La parole. Président, c'est important. Oui, je n'étais que membre de ce même jury. La parole le 18-28, dont nous avons là nos 4 lauréats. Voilà, telle manière à rappeler un petit peu la nature de cet appel à prendre la parole, et ensuite la parole on la donnera à nos lauréats. Oui, on s'est réunis cette année de façon un peu particulière puisque la réunion du jury s'est faite par Zoom, mais on a travaillé avec le même sérieux que d'habitude. On a examiné 20 dossiers sur 400 candidatures qui avaient été proposées au Cercle des économistes, et on a trouvé 4 textes très différents les uns des autres, qui prenaient cette question des défis à relever pour le long terme de façon très originale. Et le hasard, qui fait bien les choses parfois, a fait que nous avons 2 lauréates et 2 lauréats. C'est quand même incroyable. Alors, je propose de donner la parole à la première de nos 4 lauréats, Sophia Guermi, qui est alternante chez Veolia, et donc son école de rattachement Iris Sup et Grenoble École de Management, pour 3 minutes, pour nous exposer dans un premier temps, et ce sera la règle pour toutes et tous, ce qu'a été sa contribution, et nous donner quelques points d'attention concernant à ses attentes pour les jours qui suivent dans le cadre de nos rencontres. Merci Patrice Geoffron, merci Étienne Klein. Alors moi en fait pour ma contribution j'ai voulu précisément sortir de cette psychose ambiante, donc vraiment au sens clinique du terme, cette incapacité à gérer l'incertitude, en prenant le recul du futur et en faisant de la prospective. J'ai donc écrit un chapitre d'histoire de l'année scolaire 2061-2062 où je propose une sorte d'utopie réaliste avec un renouveau complet des modes de gouvernance, avec une mobilisation d'une très grande multiplicité d'acteurs. Donc on a la société civile, des mouvements populaires avec des revendications multiples. On a eu une véritable coopération internationale. Je propose notamment que l'université de Bangalore et l'université de Lagos s'associent pour fonder une nouvelle école de pensée avec des chercheurs pluridisciplinaires et qui proposent une doctrine qui serve vraiment de fondation des sociétés donc contemporaines d'alors, de 2061-2062. Donc c'est vraiment l'avènement de ce que j'ai un pacte social planétaire où tout le monde en fait a le courage, la volonté et propose vraiment des modes d'action très effectifs et très concrets pour agir et tout remettre en question et justement arriver à traiter cette incertitude qui nous bloque. Et c'est aussi ça en fait qui m'a interpellée quand j'ai tout d'abord découvert le sujet des rencontres de cette année, agir face au dérèglement du monde. Alors spontanément je l'ai pris comme une volonté d'agir pour préserver à tout prix
des règles préexistantes, alors que précisément ces crises sont à mon sens les symptômes justement des carences des modèles préexistants, de nos modèles actuels. Donc évidemment, c'est mon attente principale vis-à-vis de ces rencontres, que les intervenants, les décisionnaires et tous ceux qui y participent ne tombent pas justement dans cet écueil et soient justement à même de tout renouveler. Bon, en bonne étudiante en géopolitique, j'attends particulièrement une intervention sur un avenir conflictuel à prévenir et sur les nouveaux modes de conflictualité qui posent effectivement de nouveaux défis, mais aussi les modes de conflictualité préexistants et qui sont exacerbés. J'attends aussi particulièrement l'entreprise définira le 21e siècle, parce que le sujet m'a quand même un peu interpellée. Je me suis dit, est-ce que l'entreprise n'a pas déjà suffisamment défini le 20e siècle? Donc j'ai hâte de voir, on a l'occasion d'avoir beaucoup de dirigeants d'entreprises et beaucoup de décisionnaires attendent de voir justement quel modèle viable et qui répondent vraiment aux enjeux du 21e siècle les intervenants et tous les participants vont nous proposer. Merci Sophia pour cette masterclass. Je vais donner la parole à Raphaël. Donc, on a déjà fait un peu la connaissance de Raphaël tout à l'heure et on sait notamment qu'il est ingénieur chez Air Liquide et qu'il nous a proposé un voyage à 3 escales. Tout à fait. À travers mon texte, donc, je vous propose de voyager ensemble et je vous propose de faire ce voyage initiatique en 3 escales aujourd'hui, de le refaire en 3 minutes. Donc, à l'heure où le vieux continent rouvre peu à peu ses frontières, où on l'a vu tout à l'heure avec Étienne Klein, la complexité des travaux scientifiques se noie un peu sous les paroles de guides d'opinion, et où à travers cette crise, on a tous redécouvert ce que voulait dire le biopouvoir de Michel Foucault, je vous propose de faire une pause et de partir donc en 3 escales. Agriculture, énergie et mobilité des jeunes. Chaque escale part d'une expérience que j'ai eu la chance d'entreprendre par le passé et essaie de nourrir une réflexion. Donc si vous le voulez bien, on part ensemble pour la première escale, direction la Bolivie, où là nous allons construire une serre agricole avec des paysans sur les hauts plateaux des Andes. Et à travers ce projet d'aide au développement, nous discernons la complexité des impacts de ce type de projet, impact qui s'apprécie sur le long terme, on l'a vu tout à l'heure, le temps long est important, et plus globalement nous nous questionnerons quel modèle de développement souhaitons-nous pour la Bolivie et pour nous-mêmes, notamment en matière agricole, et quels échanges entre État et territoire pour le monde de demain. Deuxième escale, je vous propose de revenir en France, direction la Corrèze. Là, nous allons pédaler pour pouvoir alimenter un petit dispositif qui génère de l'énergie électrique pour pouvoir projeter des films. Donc, ce sont des projections de films à ciel ouvert, à la force des mollets. Et en fait, grâce à ce petit dispositif conçu par nos soins qui simultanément conjugue la production et la consommation d'énergie, on essaiera de tracer les enjeux énergétiques d'aujourd'hui qui vont bien au-delà du traditionnel thème qu'on entend souvent sur la production d'énergie renouvelable. Troisième escale, enfin, nous reviendrons en région parisienne, à Bobigny, où là, il va falloir contribuer à l'œuvre d'une association qui aide les jeunes des banlieues à s'insérer dans la vie professionnelle grâce au sport. Et de la même façon, nous essaierons de prendre un peu de recul et nous verrons que la mobilité géographique et sociale des jeunes n'est pas uniquement l'affaire de l'éducation nationale ou de redistribution fiscale, mais qu'elle passe aussi par le sport et la culture. Donc de ces 3 escales, agriculture, énergie et mobilité, je pense qu'il faut retenir qu'il est possible à sa petite échelle d'avoir un impact, tout en maintenant une vision de long terme. Et donc vous, quelle sera votre prochaine escale ? C'est d'ailleurs peut-être là tout l'enjeu des rencontres économiques cette année. Dans le thème agir face au dérèglement du monde, le verbe agir résonne. Et à ce titre, notamment en tant qu'ingénieur, je serai particulièrement intéressé par la session qui se déroule demain après-midi, qui s'appelle Transition écologique, moteur pour l'innovation. J'y aurai notamment 2 questions. La première, c'est de quelles innovations parle-t-on ? Et la seconde, c'est comment peut-on bien poser les problèmes pour en discerner toutes leurs facettes et proposer des solutions qui seront originales, notamment à l'échelle locale. Merci beaucoup. Le CA doit avoir besoin de jeunes gens aussi brillants, non ? Ça fait beaucoup de masterclass en peu de temps. Oui. C'est assez lent. Je me rends compte que j'étais bavard. Alors, vous allez observer que le jury a été tout à fait éclectique dans ses choix. William, dont nous avons déjà fait la connaissance tout à l'heure, est macroéconomiste à la Banque de France. William. Voilà, exactement, merci. Donc après le voyage initiatique de Raphaël et le chapitre d'histoire de Sophia, ma contribution a pris la forme d'un journal, donc en reproduisant un peu des codes de la presse écrite sur cette question de l'action face au dérèglement du monde.
j'ai essayé de reconstruire un peu en raisonnant comme un comité éditorial un journal, donc dans son ensemble d'une dizaine de pages, donc en essayant de reprendre au maximum les codes de la presse écrite, donc un éditorial, des articles plus ou moins transversaux en faisant en sorte que les sujets se recoupent pas trop, des illustrations, certains témoignages. Le choix du journal papier était important pour moi sur un sujet comme l'action face au dérèglement du monde. La première raison, c'est que, à mon sens, le simple fait d'écrire un journal et de diffuser de l'information est déjà une action face au dérèglement du monde. À l'heure où on parle beaucoup de populisme scientifique, de montée de la défiance, de fake news, ce retour à l'information était pour moi assez important et je voulais mettre l'accent là-dessus dans ma contribution. Un deuxième élément qui m'a poussé à retenir ce format pour présenter ma contribution, c'est le fait que le journal, par nature, présente sur un même support des informations différentes, des points de vue différents, des sujets différents. Et c'était important, voire indispensable, sur un sujet aussi complexe et aussi large que l'action face au dérèglement du monde. Donc j'ai pu retenir différents points d'entrée, allant de l'indépendance des banques centrales, donc ça c'est mon côté banquier central, à la nécessité d'avoir un signal prix fort pour favoriser la transition énergétique, en passant par exemple par la coopération entre les États et entre États, citoyens, entreprises, qui est aujourd'hui plus que jamais nécessaire à mon avis. Finalement, pour ces rencontres économiques, j'attends ça d'abord en premier lieu, une forme de coopération, une discussion qui arrive à point nommé, si je puis dire, après une crise d'une ampleur exceptionnelle et dont on risque d'entendre parler longtemps. Pour être plus spécifique, peut-être, j'attends une session en particulier, ce qui fait un peu écho justement à l'urgence du long terme, c'est celle sur l'État aux commandes de l'économie, donc la session numéro 2. Parce que j'ai un sentiment un peu ambigu sur un éventuel retour de la planification de l'action publique. D'un côté, on a ce besoin aujourd'hui plus que jamais de penser à long terme l'action publique, et dans le même temps, on a une société, un monde qui change extrêmement vite et qui nécessite d'être relativement pragmatique. Donc c'est cette dissonance ici qui m'intéresse et que je vais suivre avec attention. Merci. Merci beaucoup. Alors ensuite, dans le jury, on s'est dit il nous manque quand même un ou une juriste. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a sélectionné la copie de Sakina Mena, qui termine des études de droit à la Sorbonne. Sakina. Oui, merci pour l'invitation. Effectivement, en tant que juriste, j'ai pris le parti, sans vouloir tomber dans le catastrophisme, d'une dystopie. J'ai imaginé effectivement ce que pourrait être l'état du monde dans 15 ans si l'on reste passif face aux dérèglements actuels, qui sont, comme a pu le rappeler Étienne Klein, notre grande dépendance aux énergies fossiles, les dérèglements climatiques, et même encore ce que je pourrais rajouter, nos inégalités de richesse qui se font de plus en plus accrues. Et si l'on ne change pas de comportement, j'ai imaginé un monde totalement déstabilisé, avec des populations dépassées par ces bouleversements. Finalement, c'est un peu ce que nous avons traversé tous, plus ou moins durant ces 2 mois de confinement en avant-première. Et donc, pour agir face à ça, il nous faut prendre des décisions, mais lesquelles et comment? C'est un peu ce qu'a voulu rappeler aussi Étienne Klein dans sa masterclass. Eh bien, est-ce que ce sera par le développement des nouvelles technologies? C'est je ne sais pas, par exemple, en s'imaginant qu'elles pourront pallier les dysfonctionnements créés par l'être humain. C'est la première question que je me suis posée en poussant la logique à son paroxysme, jusqu'à imaginer que le destin de l'humanité serait confié à une intelligence artificielle. Alors, sans vouloir vous spoiler, cela aboutit à un échec. Et pour en connaître la raison, je vous invite à aller lire l'essai. Mais un second scénario est possible. Et à mon sens, ça reste la seule et unique solution, c'est de croire en la capacité d'action de l'être humain. Il est peut-être à la fois à l'origine de tous ces dérèglements, mais il est à mon sens aussi la seule solution. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons tous les moyens d'action pour y parvenir. Nous avons des plans qui ont été définis par les plus grands spécialistes, nous avons des moyens financiers à l'échelle internationale. Il ne nous manque plus qu'une volonté coordonnée et guidée par de nouvelles valeurs d'entraide. Et c'est, j'espère, ces nouvelles valeurs d'entraide que parmi les jeunes, les scientifiques et tous les intervenants politiques et de la classe de notre société, qui pourront, durant ces 3 jours, créer
ces valeurs-là ensemble. C'est pourquoi je serai particulièrement attentive au débat de la session spéciale organisée dimanche, relatif à la relance économique européenne, car à mon sens, il y a urgence de mettre sur pied les nouveaux acteurs politiques. Il ne faut pas, à mon sens, justement, que ça se fasse au détriment de l'environnement sur le long terme. Et cela peut être tout à fait concilié. C'est des problématiques que l'on peut tout à fait mener de pair en demandant, par exemple, des contreparties financières pour justement face aux aides d'État, ou encore en redéfinissant les objectifs du multilatéralisme afin qu'ils prennent davantage en compte la protection de l'environnement. Et la juriste que je suis, effectivement, plaide en faveur d'une redéfinition et d'une renégociation de nos traités de libre-échange, tel que le CETA et tel qu'a pu le préconiser la Convention citoyenne pour le climat, afin que les sanctions prévues en cas justement de violation des règles environnementales soient davantage contraignantes que ce qu'elles ne le sont aujourd'hui dans nos traités commerciaux. Merci. Merci beaucoup. C'est un sujet de la plus grande importance. Vous avez vu ce débat autour de la possibilité d'introduire le crime d'écocide et les difficultés juridiques à la clé. En tout cas, si Jean-Hervé Lorenzi avait été là parmi nous, je pense qu'il aurait conclu sur le fait que vous avez été tout à fait merveilleux. Ces merveilles, on peut les retrouver, et d'autres, dans cet ouvrage qui n'est pas à vendre et qui peut se télécharger. Je tiens à faire observer pour les futurs candidats que même si cette parole donnée au 18-28 est évidemment le préambule à nos rencontres du Cercle des économistes, nous n'avons retenu cette année qu'un économiste. Alors peut-être parce que le jury est présidé par un physicien. Non, ça n'a pas joué, je peux en témoigner. Et physicien auquel il revient maintenant la lourde charge et le plaisir de remettre les diplômes. Et des chèques suivront par ailleurs. Très prosaïquement, c'est l'économiste qui parle à nouveau. Je dois me lever ? Non, alors, il y a un protocole qui a été très bien défini jusqu'alors, et là, il y a une espèce de flou. Ce que j'ai retenu de ce qui nous avait été dit, c'est que des diplômes doivent s'incruster et apparaître et se matérialiser. Et je compte sur Étienne, qui est un homme de radio, pour... Mais pas de télévision. Mais pas de télévision. Ils sont tous apparus en fait pendant nos interventions respectives. On a eu le plaisir de les découvrir. Ah, donc ils sont remis. Et vous avez vu les chèques aussi? Ils sont remis donc. Voilà, non, je voulais vous les féliciter parce que et d'ailleurs ça se sentait en vous lisant et ça se sent encore plus en vous écoutant. Vous êtes parfaitement conscient des défis, ce qui pourrait d'ailleurs conduire à une forme de désespoir, mais en réalité vous avez beaucoup d'imagination et vous croyez aux vertus de l'invocation du mot agir. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Donc ça fait 2 bonnes nouvelles dans la matinée, c'est énorme. Ouais. Confirmé, parce qu'on a passé un peu de temps à interagir autour des attentes de nos 4 lauréats par rapport à ces 3 jours de réflexion. Et il y avait beaucoup d'attentes, d'actions, un peu difficiles à faire entrer dans les 3 minutes qui leur avaient été données. Mais en tout cas, un grand bravo pour vous être livrés à l'exercice, nous avoir permis d'enrichir cette masterclass. Et je voudrais adresser un message d'encouragement pour les candidats qui n'ont pas été lauréats, qui, pour certains d'entre eux, avaient aussi produit de très belles contributions. Qu'on retrouve ici. Il me reste à vous remercier toutes et tous avec un merci tout spécifique évidemment à Étienne, qui rempile pour le prix l'an prochain. Je n'étais pas au courant, mais je le suis maintenant. Oui, non, mais on va acter ça entre nous. Et puis pour vous inviter à vous reconnecter à partir de 13h30, l'ouverture officielle des rencontres d'Aix, en Provence, en Seine, et avec une session inaugurale qui s'intitulera « Comment le cours de notre histoire a-t-il changé ?» et qui ne me semble pas très éloigné de ce qui a fait l'objet de cette masterclass. Merci beaucoup, et donc en vous souhaitant nombreuses et nombreux à partir de 13h30 et jusqu'à dimanche 13h, les clôtures de ces rencontres, 20e rencontre un peu particulière mais passionnante également. Merci beaucoup. Merci à vous.